Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on démarre notre audition de ce jour, mes chers collègues, et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Olivier Becht, qui est ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Monsieur le ministre, bienvenue. On est très heureux de pouvoir vous avoir à nos côtés, notamment quelques jours après le succès important de Toulouse France, 13 milliards d'euros d'investissement, 8000 emplois. Et ce sont des chiffres qui ne tombent pas du ciel, c'est le fruit du travail que vous menez avec le gouvernement, avec le président de la République depuis maintenant 2017 pour renforcer l'attractivité du pays. Et lorsqu'un investisseur étranger choisit la France, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour nos territoires. Et donc il faut aussi le rappeler. Monsieur le ministre, avant que nous allions au fond, je voulais aussi saluer la présence parmi nous du secrétaire général du Parlement albanais, monsieur Gonzalez, qui est ici avec ses conseillers. Monsieur le secrétaire général, bienvenue. Une importante coopération interparlementaire qui va être lancée entre l'Assemblée nationale et le Parlement albanais pour un partage d'expériences, notamment sur le processus de transposition des directives européennes. Et donc soyez assurés, monsieur le secrétaire général, que la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale sera pleinement impliquée dans cette coopération. Je voulais aussi dire un mot aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. C'est une journée de lutte contre la haine, une journée de promotion de la liberté. Et vous savez que les droits des personnes LGBT sont mis en cause dans beaucoup de pays européens, notamment dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou l'Italie, où l'on voit une recrudescence des discours politiques contre les droits de ces personnes. On l'a vu aussi en France, malheureusement, le week-end passé, avec des joueurs de football qui ont refusé de s'associer à cette journée proposée par la Ligue. Et donc c'est un problème qui est aussi européen. Et je crois que la Commission européenne a eu raison de rappeler la semaine passée qu'aucun euro du budget européen ne doit être versé à des États qui ne respectent pas les valeurs de tolérance. Je voulais le dire au début de cette réunion en ce 17 mai. Ensuite, monsieur le ministre, pour venir au fond, donc se tiendra la semaine prochaine, le 25 mai, un conseil affaires étrangères dédié au commerce. Et cette réunion se tient alors que les positions françaises en faveur d'une politique commerciale européenne plus offensive gagnent du terrain. Comme l'a écrit le président de la République dans une tribune la semaine passée au Financial Times, nous ne sommes plus naïfs. Et avec nos partenaires européens, nous sommes déterminés à ce que le Made in Europe devienne la norme dans les secteurs stratégiques. Je crois que c'est un enjeu de souveraineté et que donc nous devons pousser cela avec plus de force encore. Le renforcement des instruments de défense commerciale, l'instauration d'un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les discussions en cours sur la mise en place d'un outil de sanctions contre les pratiques coercitives des pays tiers, tout cela témoigne d'une détermination nouvelle de l'Union à défendre ses intérêts face à des puissances commerciales agressives. Et le 6 avril dernier, la Commission a par exemple instauré des droits anti-dumping sur les pneus en caoutchouc importés de Chine. Monsieur le ministre, cette réunion du Conseil aura à traiter d'importants sujets comme ceux de la réforme de l'OMC et de relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis ainsi que la Chine, alors que la réponse européenne à l'IRA doit beaucoup à la détermination de la France dans les premiers instants, qui a su entraîner ses partenaires européens. Nous serions évidemment heureux que vous nous présentiez les positions françaises sur ce thème. Mais au-delà de cela, je crois que c'est utile que vous puissiez nous faire un point sur les accords de libre-échange en cours de négociation par la Commission européenne ou en attente de ratification. Ces accords, vous le savez, offrent des opportunités d'exportation, notamment de services qui sont un point fort des économies européennes, tout en s'accompagnant de nouvelles garanties en matière d'ouverture des marchés publics ou de reconnaissance des appellations géographiques. Mais ils suscitent aussi, il faut le souligner, de vives inquiétudes de la part de nos agriculteurs qui craignent pour certains une concurrence nouvelle de produits agricoles à bas prix, qui ne sont pas toujours soumis aux mêmes normes environnementales, sociales et sanitaires. Une inquiétude aussi de la société civile qui s'interroge sur les conséquences des accords commerciaux sur l'environnement et le respect de nos préférences collectives. Et après s'être exprimé à propos de l'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada, ces inquiétudes concernent maintenant l'accord d'association avec le Mercosur. Et la position de la France est très claire sur le sujet, pas d'accord sans clause miroir. Et donc nous serions là aussi intéressés de savoir où en sont les discussions sur les garanties réclamées de la partie sud-américaine en matière de lutte notamment contre la déforestation. Je crois que c'est un point extrêmement important. Voilà, monsieur le ministre, mes collègues auront évidemment à cœur de vous interroger, mais voilà quelques éléments que je voulais dire en préambule et je vous cède tout de suite la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, juste une question à titre liminaire. De combien de temps on dispose juste pour, on va dire, le propos introductif avant de lancer les discussions? Voilà, votre parole est libre, mais essayons Bon. d'avoir un propos le plus concentré possible, de manière à pouvoir avoir un échange avec la salle. Voilà, sachant qu'à 14h45, je serai 14h50 au plus tard obligé de vous laisser pour rejoindre la séance des QAG au Sénat. Très bien. Voilà, mais je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Et je vais essayer de structurer mon propos liminaire en deux temps. Le premier, vous parlez de la politique commerciale, et le deuxième, vous parlez de l'ordre du jour, effectivement, du Conseil du 25 mai prochain à Bruxelles, qui lui-même est structuré sur un ordre du jour en 4 points, avec d'abord les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, l'avenir de l'OMC avec la préparation de la conférence ministérielle numéro 13, et bien sûr les accords commerciaux dont vous venez de parler, et le suivi des négociations commerciales. Un point peut-être en entrée sur la question de la politique commerciale. Alors, elle me semble importante parce que depuis 2017, sous impulsion française, nous poussons dans l'agenda européen une révolution dans la politique commerciale de l'Union européenne. Nous l'avons accéléré fortement durant la présidence française de l'Union européenne, avec une politique commerciale qui, vous l'avez dit, sort de la naïveté. Il fut un temps où nous étions, on va dire, dans un esprit très libéral, qui, de la part de nos concitoyens, laissait penser que nous étions un peu ouverts aux 4 vents de la mondialisation, et que, du coup, nous subissions des pratiques de dumping de la part d'autres États qui ne respectaient pas nos normes environnementales, nos normes sanitaires, nos normes sociales, et qui du coup faisaient rentrer dans l'Union des produits qui étaient forcément plus compétitifs que nos produits, puisqu'ils n'étaient pas fabriqués avec les mêmes contraintes que celles que nous imposions à nos propres producteurs sur le sol national. Cette ère-là, elle est révolue. Elle est révolue parce que la politique commerciale que nous mettons en œuvre désormais, c'est une révolution qui, évidemment, si je puis me permettre ce jeu de langage, est en marche. Elle n'est évidemment pas totalement aboutie. Il y a encore des choses à pousser dans l'agenda, et nous le faisons. Mais enfin, l'accord, par exemple, que nous avons passé avec la Nouvelle-Zélande illustre bien ce qu'on appelle la nouvelle approche de l'Union européenne en matière commerciale, c'est-à-dire une politique commerciale qui reste ouverte. Nous assumons parfaitement le fait de rester ouverte, c'est-à-dire de n'être pas dans une stratégie de protectionnisme à outrance. Pourquoi ? Parce que les pays les plus fermés au monde sont aussi les pays les plus pauvres, et que l'ouverture, le commerce reste un élément d'enrichissement des nations. C'est une réalité. Mais nous le faisons désormais à nos conditions. C'est-à-dire que ce n'est pas une ouverture qui se pratique, sans réciprocité, et deuxièmement, au détriment des intérêts européens. Et parmi les intérêts européens, nous poussons aussi un certain nombre de valeurs, et nous poussons, au titre de ces valeurs, la question du respect de l'humain et de la planète dans la politique commerciale. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que nous introduisons dans la politique commerciale un certain nombre d'accords, qui sont des accords notamment internationaux, qui sont des règles de l'Union européenne, qui sont désormais des conditionnalités aux préférences tarifaires que nous accordons dans les accords, et qui font l'objet également de sanctions, c'est-à-dire que si elles sont violées, eh bien, les préférences tarifaires que nous accordons dans les accords tombent, voire l'accord lui-même est susceptible de tomber. Et à cela, nous rajoutons un certain nombre d'instruments qui sont votés par l'Union européenne et qui permettent de restaurer en quelque sorte l'équilibre de l'échange en imposant, le cas échéant, des sanctions. Vous avez parlé des mesures anti-dumping, vous avez parlé également de l'instrument anti-subvention, mais on pourrait rajouter également le nouvel instrument anti-coercition que nous sommes en train d'adopter au niveau
niveau de l'Union européenne et qui a fait l'objet d'un accord aujourd'hui en trilogue. Concrètement, pour vous donner quelques exemples, ça veut dire que nous introduisons les accords de Paris comme clause essentielle, je dis bien comme clause essentielle de l'accord. C'est-à-dire qu'un pays avec lequel nous signerions un accord commercial qui ne respecterait pas les accords de Paris, parce qu'il ne respecterait pas les accords de Paris, verrait l'accord commercial tomber. Deuxième élément, la lutte contre la déforestation et la protection de la biodiversité. Nous avons voté un règlement européen qui permet de lutter contre la déforestation, que nous mettons d'ailleurs en œuvre chez nous à travers certains instruments qui sont des instruments de protection de notre forêt, mais aussi le fameux zéro artificialisation des sols, qui protège également notre forêt et notre biodiversité. Eh bien, au niveau européen, nous le mettons dans les accords commerciaux et nous en faisons un élément essentiel pour qu'aucun produit qui ne soit importé dans l'Union européenne le soit à partir d'une fabrication ou d'un élevage, d'une culture sur des terres qui auraient été gagnées par la déforestation de la forêt pluviale, de la forêt amazonienne, etc. Troisième type d'exemple au niveau social pour l'humain, c'est l'introduction des conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, notamment celles qui prohibent le travail forcé ou le travail des enfants. Nous les introduisons dans les accords commerciaux et là aussi, la violation de l'un de ces accords ne fait pas que ouvrir des procédures de sanctions potentielles devant les organes de l'OIT, mais fait tomber, susceptible de faire tomber, l'accord commercial. Et puis enfin, nous introduisons... je vais juste faire une petite digression sur la question clause miroir, mesure miroir, parce que souvent on fait un peu l'amalgame entre les deux. Nous introduisons des clauses miroirs, mais nous privilégions aux clauses miroirs ce qu'on appelle les mesures miroirs. Bon. Quelle est la différence entre une clause miroir et une mesure miroir ? Une clause miroir, c'est en fait une clause qui est introduite dans l'accord de commerce. C'est-à-dire que si vous avez un accord, on peut parler par exemple du Mercosur, en admettant qu'un jour on signe le Mercosur, ce serait en ayant mis des clauses miroirs à l'intérieur, c'est-à-dire que vous dites au pays, vous pourrez importer du bœuf sur le sol européen, mais ce bœuf devra être élevé selon les préconisations qui sont celles de l'Union européenne, c'est-à-dire imposées également à nos propres producteurs. Bon. Ça, c'est la clause miroir. La clause miroir, ça veut dire qu'elle ne va s'appliquer qu'au traité, à l'accord de commerce que nous allons signer. Et donc, elle ne s'applique pas par définition aux autres, puisque c'est une clause d'un traité. La mesure miroir, en fait, c'est la même chose que la clause miroir, sauf que nous ne l'introduisons pas dans l'accord de commerce, nous l'introduisons en réalité dans la législation européenne, c'est-à-dire dans les règlements et dans les directives. Et nous mettons une petite phrase à la fin qui dit ce que nous imposons comme règles, législation à nos producteurs européens s'applique également à tout produit importé dans l'Union européenne. Point. Les grands avantages de la mesure miroir par rapport à la clause miroir, c'est que la mesure miroir, elle va s'appliquer à tous les traités de commerce, c'est-à-dire également aux traités antérieurs dans lesquels nous n'aurions pas mis en place ce type de clause, par exemple le CETA. Voilà, c'est-à-dire que les mesures miroirs que nous voterions aujourd'hui ou demain, elles s'appliqueront également pour le CETA et pour tous les autres accords que nous aurions signés a priori, voilà, de manière antérieure. Et donc c'est évidemment, c'est rétroactif. Voilà, c'est évidemment. Enfin, c'est rétroactif. Non, c'est pas rétroactif dans le sens où ça s'applique pour des importations qui auraient été faites. Ça s'applique à partir du moment où la mesure miroir est en application, mais ça s'applique à tous les traités antérieurs également, et ça s'applique également aux importations des pays avec lesquels nous n'aurions pas d'accord de commerce. Par exemple, les États-Unis d'Amérique.
hein. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir en fait le même effet que la clause miroir, mais de manière générale. Voilà, à la fois pour les traités de commerce antérieurs et pour les pays avec lesquels nous n'avons pas de traité de commerce. Et ça restaure d'un équilibre de l'échange par rapport à l'ensemble des pays du monde. Et c'est évidemment, on va dire, la stratégie que nous privilégions parce qu'elle est beaucoup plus efficace. Elle est aussi beaucoup plus efficace, je tiens à le dire, parce qu'en fait, elle est obtenue sans aucune concession. C'est-à-dire que quand vous la négociez, une clause miroir, vous la négociez dans un accord de commerce. Et donc, si vous allez voir n'importe quel pays et que vous négociez et vous dites, voilà, je vais mettre en place une clause dans le traité qui va vous imposer telle ou telle contrainte, les gens ils vous disent, bon, ok, mais en échange, je veux une augmentation des quotas. Voilà. Et donc, forcément, quand vous demandez quelque chose, il faut concéder quelque chose d'autre, hein. C'est le principe d'un accord de libre-échange. Bon. Et donc, l'avantage de la mesure miroir, c'est qu'en fait, c'est les mêmes effets que la clause, mais vous n'avez rien à négocier en contrepartie, puisque c'est une réalité de votre propre législation. Voilà, si vous voulez, pour la petite révolution qui est en train de se mettre en place, que nous écrivons avec nos partenaires de l'Union européenne. La France n'écrit pas seule, évidemment. C'est bien l'Union européenne qui le met en œuvre et qui permet, je le répète encore une fois, je le martèle, d'avoir une politique commerciale qui reste dynamique. Nous en avons besoin, c'est un élément stratégique, hein. Vous avez vu que, d'ailleurs, c'est une demande du Parlement, y compris du Parlement européen. Nous allons abandonner progressivement le moteur thermique pour aller au moteur électrique. Mais le moteur électrique, dans nos voitures, il faudra des batteries. C'est la bonne nouvelle des gigafactories que nous sommes en train d'implanter dans le Nord. Mais enfin, pour fabriquer des batteries, il faut des matières premières, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lithium, si vous n'avez pas de cobalt, si vous n'avez pas de nickel, etc., pour fabriquer vos batteries, voilà. Bon, nous savons pertinemment que nous n'avons pas assez de ces matières premières ici en Europe et que donc il faudra bien les importer. Donc nous avons une politique commerciale qui est à la fois dynamique sur les exports. Nous voulons continuer à commercer avec le monde. Nous en avons besoin au niveau de certaines importations, même si nous souhaitons réduire notre dépendance sur un certain nombre de matières stratégiques et souveraines, et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs dans le cadre de nos échanges commerciaux. Voilà, si vous voulez, pour cette politique qui, je le rappelle, donc reste ouverte au monde, à nos conditions, pour défendre nos intérêts, et avec cette trame qui est celle de défendre davantage l'humain et la planète. Deuxième point, la question de l'ordre du jour du Conseil du 25 mai prochain. 4 points à l'ordre du jour. Les relations UE-États-Unis, vous savez qu'elles sont rentrées dans une phase à la fois de meilleure entente avec l'administration Biden dans le cadre des contentieux qui nous liaient. Je pense notamment à acier et aluminium, mais nous avions aussi Airbus-Boeing, où des sanctions avaient été prises à l'époque des sanctions, des mesures avec des droits supplémentaires, des pénalités qui avaient été mises en place par l'administration américaine sur des produits français. Ça avait durement touché notamment nos producteurs de cognac, certains de nos fromages, etc. Nous avons réussi donc des sanctions qui étaient pour acier-aluminium en cours, un contentieux en cours depuis 2018, et qui a fait l'objet d'un règlement en 2021, mais de manière provisoire. Donc nous cherchons, notamment dans le cadre du Conseil sur le commerce et les technologies, hein, le fameux TTC, Trade and Technology Council, que nous avons en place avec les États-Unis, nous cherchons à pérenniser le régime d'abolition de ces pénalités que nous avons obtenues en 2021 de manière provisoire, et il faut absolument que nous arrivions d'ici fin 2023 à un accord définitif sur ce sujet-là. Nous avons un autre sujet, bien sûr, qui lui
a engendré quelques crispations. Autant il y a eu une détente sur la question acier-aluminium, autant avec l'administration Biden, on a traversé une petite période de crispation autour de l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA. Bon. Alors je tiens à le souligner, l'IRA, c'est tout de même une bonne nouvelle. Globalement, l'IRA, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça veut dire que l'administration américaine s'est engagée désormais dans la transition énergétique. Et comme les États-Unis sont l'un des premiers pays émetteurs de CO2 au monde, le fait qu'ils s'engagent dans cette transition est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tout sera fait en un jour, mais enfin, c'est toujours mieux qu'un président américain qui déclarait il y a encore quelques années que le réchauffement climatique était une invention des Chinois et qu'il n'y avait donc aucune raison pour que l'administration américaine ou les Américains fassent le moindre effort pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, globalement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi parce que les montants qui sont investis sont considérables, 369 milliards de dollars. Et ça aurait été encore une meilleure nouvelle si les 369 milliards avaient été compatibles avec les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour 200 milliards d'entre elles. Et c'est le sujet de crispation. C'est les fameux 200 milliards, c'est ce qu'on appelle le contenu local qui est imposé dans un certain nombre de produits pour pouvoir bénéficier des subventions américaines et qui donc exclut des productions faites ailleurs dans le monde et donc particulièrement en Europe. Nous avons travaillé avec nos amis américains dans le cadre d'une task force pour essayer de trouver des solutions. Nous en avons dégagé quelques-unes qui ne sont pas totalement suffisantes, évidemment, et qui appellent une réponse européenne, notamment dans ce qu'on appelle le Green Deal Industrial Plan, que nous sommes en train de monter avec nos collègues européens, et voilà, et qui font l'objet également de déclinaisons au niveau national. Je pense que ce que nous avons annoncé récemment, à la fois dans le cadre du plan France 2030, mais aussi dans le cadre de la loi sur l'industrie verte et sur l'accélération de la réindustrialisation, notamment la question du bonus écologique, voilà, est une sorte de réponse également à l'IRA. Deuxième point à l'ordre du jour, la relation UE-Chine. Bon. Alors, vous savez que la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine est de considérer la Chine à la fois comme un partenaire économique, un compétiteur et aussi un rival systémique sur le plan politique. Nous avons évidemment besoin d'une relation commerciale avec la Chine. Et je tiens à le dire tout de suite, nous ne sommes pas dans la stratégie américaine de découplage avec la Chine. Nous sommes dans une stratégie qui vise à diversifier les approvisionnements, à dérisquer notamment des positions qui, on va dire, concerneraient des produits qui sont stratégiques pour la souveraineté française. Nous l'avons vu au moment de la crise Covid. Pour dire trivialement, quand vous mettez tous vos œufs dans le même panier, si le panier à un moment cède, vous perdez tous les œufs. Bon. Et si vous n'avez plus qu'un seul pays qui vous livre du Doliprane, qui vous livre des masques, qui vous livre voilà, des microprocesseurs ou des choses comme ça, si ce pays, pour une raison ou pour une autre, une pandémie, un problème géopolitique et autres, cesse de vous livrer, votre dépendance est totale et ça pose une question stratégique de souveraineté française. Et donc, notre politique commerciale, c'est de dérisquer justement ces positions en rapatriant ici en France un certain nombre d'industries pour s'assurer de la souveraineté industrielle sur les matières dites stratégiques et dans d'autres pays, voilà, lorsque l'équilibre économique n'est pas possible dans la production en France, voilà, pour faire en sorte justement d'avoir diversifié nos sources d'approvisionnement.
Et donc nous allons continuer dans cette stratégie tout en étant vigilants aux subventions, notamment qui sont apportées par les Chinois sur un certain nombre de produits. Et nous n'hésitons pas à mettre en œuvre les instruments dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est-à-dire à la fois les mesures anti-dumping lorsqu'elles sont nécessaires, les instruments anti-subvention lorsqu'ils sont nécessaires, voire des mesures anti-coercitives lorsqu'elles sont nécessaires aussi. Troisième point à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres de l'Union européenne dédié au commerce, les relations avec l'OMC. Bon. Vous savez que l'OMC a traversé là aussi une phase un peu difficile parce que forcément les tensions protectionnistes qui se sont fait jour ici et là mettent un peu en question, on va dire, le multilatéralisme commercial qu'incarne l'OMC. Bon. L'OMC, ce sont d'abord des règles qui permettent de faire en sorte que le commerce mondial ne soit pas la loi de la jungle. Et ce sont aussi des organes qui permettent de régler les différends. Or, on sait que dans les mécanismes de règlement des différends, il y a un organe, notamment l'organe d'appel, qui aujourd'hui est bloqué. Bon. Et donc, nous souhaitons travailler à la fois à l'approfondissement d'un certain nombre de règles. Nous avons eu des avancées sur la dernière conférence ministérielle qui s'était tenue en 2021, la MC12, et qui a apporté un certain nombre d'avancées, notamment sur la question de la pêche illégale. Voilà, donc on a besoin de continuer à avancer en matière réglementaire pour protéger là aussi la planète, la ressource halieutique, etc. Nous souhaitons nous engager notamment sur la question de la surpêche aujourd'hui. Voilà, non pas illégale, hein, mais la pêche voilà, qui pourrait être subventionnée pour aller au-delà des quotas qui sont nécessaires pour la préservation de la ressource. Voilà. Et nous avons besoin en parallèle que nous puissions revenir à un règlement des différends au niveau de l'OMC pour éviter que chacun ne mette en place de son côté des stratégies qui seraient des stratégies déloyales vis-à-vis de ses concurrents, avec soit des subventions massives, soit d'autres procédures de contournement des règles de l'OMC. Enfin, dernier point, les accords de commerce en cours. Bon. Vous le savez, ce n'est pas un mystère que nous avons à la fois bouclé des négociations sur certains États, c'est le cas notamment du Chili, enfin de la Nouvelle-Zélande d'abord, et du Chili. Ce sont des accords qui devraient arriver au Conseil pour signature d'ici, je pense, à la fin du semestre, ou au pire au début du semestre suivant. Nous avons bouclé également des négociations avec le Mexique, mais il n'est pas certain que tout ça arrive rapidement sur la table du Conseil, parce que nous sommes encore avec l'équipe de négociateurs mexicaine dans des discussions, notamment sur la nouvelle approche de la Commission que nous souhaitons intégrer, même si le traité a été négocié avant cette nouvelle approche de la Commission. Nous souhaitons l'intégrer néanmoins a posteriori dans le traité. Donc nous sommes encore en discussion avec les équipes mexicaines. Et puis, nous avons des discussions en cours avec l'Australie, qui avancent plutôt bien, avec un espoir qu'on puisse boucler ces négociations au cours de l'année 2023. Nous avons des discussions également, vous le savez également, avec des pays comme l'Indonésie ou la Thaïlande, où nous négocions ou renégocions ou actualisons des traités qui existaient déjà. Il y a des discussions qui sont en cours avec l'Inde, plus compliqué, mais un pays qui est quand même devenu aujourd'hui le premier pays au monde en termes de population, donc un très gros marché qui est aujourd'hui encore très fermé sur nos produits, pour nos produits.
Et nous avons le fameux Mercosur, alors qui, lui, est en négociation depuis 23 ans. Voilà, ça fait 23 ans que l'on discute autour du Mercosur. Bon. Et je le dis parce que je l'ai déjà dit, me semble-t-il, dans l'hémicycle, ici au Sénat, je l'ai dit en commission. Nous avons vis-à-vis du Mercosur des exigences extrêmement claires, extrêmement simples, en fait. Bon. Elles tiennent à la nouvelle approche de la Commission, c'est-à-dire accord de Paris comme clause essentielle du traité, mais pas simplement du traité, également dans les politiques publiques des pays du Mercosur. Deuxièmement, évidemment, la déforestation, la lutte contre la déforestation. Il n'y aura pas 1 kilo de bœuf brésilien ou argentin qui serait produit sur des terres issues de la déforestation qui pourraient être importées dans les pays de l'Union européenne. Et nous souhaitons également qu'il y ait, alors clause ou mesure miroir, mais en tout cas, a priori plutôt mesure miroir, qui impose évidemment les mêmes conditions de production, mêmes conditions sanitaires, mêmes conditions environnementales aux producteurs du Mercosur qu'à nos producteurs à nous pour les produits importés, notamment ceux de l'agriculture. Et nous souhaitons enfin qu'il puisse y avoir des mécanismes de sanctions très fortes qui permettent justement de suspendre les accords si les conditions que je viens d'énoncer n'étaient pas, in fine, remplies au moment de l'exécution de l'accord. Voilà, si vous voulez, l'état des discussions avec les équipes du Mercosur. Bon, voilà. Est-ce que ces discussions aboutiront? Sincèrement, je n'en sais rien. Voilà. Si vous voulez, tous les scénarios sont aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, tous les scénarios sont sur la table. Voilà. Je sais que, évidemment, ceux qui vont prendre la présidence de l'Union européenne, nos amis espagnols, dans 1 mois et demi, évidemment, souhaitent accélérer, parce qu'il y a des liens importants entre, bien sûr, la péninsule ibérique et les pays du Mercosur. Le fait, à un moment ou un autre, de voir ces discussions aboutir est légitime. Après 23 ans de discussion, voilà, on doit à un moment tirer les conclusions en disant voilà, est-ce qu'on veut signer, est-ce qu'on ne veut pas signer. Ce qui est certain, c'est que nous n'accepterons jamais de signer un accord qui ne réponde pas aux conditions que nous avons énoncées. Voilà. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un nom de principe. Il n'y a pas de raison de dire on fait du commerce avec le Canada, avec le Japon, avec l'Australie, etc., et pas avec l'Amérique latine. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de nos intérêts, ça ne peut pas se faire au détriment de l'humain et de la planète. Voilà des conditions qui sont extrêmement simples et qui guident à la fois les discussions et, on va dire, nos principes de négociation. Voilà ce que je pouvais vous dire en propos liminaires. J'ai été un peu bavard, mais ça nous laisse quand même quasiment 45 minutes pour pouvoir prendre des questions et continuer de discuter ces différents sujets. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Brigitte Klinkert pour 3 minutes. Merci, Président, Monsieur le Ministre, cher Olivier. Merci pour cette présentation détaillée de l'état d'avancement des relations commerciales de l'Union européenne avec ses partenaires commerciaux. Et puis merci aussi pour l'engagement fort qui est le vôtre dans votre ministère. Notre monde est de plus en plus connecté. Les échanges commerciaux, évidemment, dépassent les frontières. Et c'est pourquoi nous devons accorder une attention toute particulière à notre politique commerciale commune en Europe. En tant que bloc économique majeur, nous avons le devoir de garantir la compétitivité de nos industries, de protéger aussi les intérêts de nos travailleurs et de promouvoir une croissance économique durable. La politique commerciale européenne repose sur des piliers qui sont fondamentaux, tels que la promotion du libre-échange,
la défense d'une concurrence équitable, la protection aussi des droits de propriété intellectuelle et le respect des normes sociales et environnementales. En encourageant des échanges commerciaux ouverts et équitables, nous créons des opportunités, de véritables opportunités pour nos entreprises. Nous stimulons aussi l'innovation et puis nous favorisons, c'est important, la création d'emplois. Cependant, il est également important de reconnaître les défis, les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Les tensions commerciales mondiales, les changements géopolitiques majeurs que nous vivons actuellement et qui nécessitent que nous adaptions notre politique commerciale. Nous devons être proactifs pour saisir les opportunités, pour également anticiper les risques et pour défendre nos intérêts économiques. Dans ce contexte, il est primordial que nous restions unis en tant qu'Union européenne. La coopération et la coordination entre nos États membres sont essentielles pour parler d'une même voix sur la scène internationale et pour garantir la prise en compte de nos intérêts communs. Ainsi, certains de nos partenaires, y compris les plus proches, semblent aujourd'hui faire le choix de s'extraire du cadre du système commercial multilatéral au centre duquel se trouve l'OMC. Nous en avons eu un exemple flagrant, et vous l'avez déjà abordé avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act américain. Alors, comment la France doit-elle réagir ? Et puis, est-il toujours pertinent, Monsieur le Ministre, de suivre les règles si nous sommes les derniers à le faire ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le Rassemblement national et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 1995, le projet de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud est un serpent de mer. Ces négociations de coopération entre le marché commun du Sud et l'Union européenne, commencées en 2000, ont été interrompues et reprises plusieurs fois. Alors qu'un accord de principe avait été trouvé en 2019, rien n'a été signé depuis. Ces contretemps montrent les difficultés et les réticences que soulève cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, et ce des deux côtés. Le monde agricole est vent debout contre cet accord. La FNSEA et la coordination rurale dénoncent une concurrence déloyale. Le porte-parole de la Confédération paysanne y voyait quant à lui, je cite, « une impossibilité de travailler à un nouveau pacte agricole, une meilleure rémunération des paysans, une alimentation de qualité pour tout le monde, si en même temps on continue à favoriser les endroits avec les coûts sociaux et environnementaux les plus faibles ». Les craintes du monde agricole nous paraissent justifiées. En effet, nous voulons tous une agriculture respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et de qualité. Mais force est de constater que les pays sud-américains n'appliquent quasiment aucune des normes environnementales qui sont imposées au sein de l'Union européenne. Sans l'adoption de clauses miroirs demandant le respect de nos normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal, c'est notre modèle d'une agriculture vertueuse qui est mis en péril. Le libre-échange nivelle par le bas l'ensemble du monde agricole, alors que nous voulons au contraire aller vers l'excellence. En somme, le libre-échange, c'est la politique du moins-disant. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu mondial, on ne peut que s'inquiéter de l'impact qu'aurait cet accord des deux côtés de l'Atlantique. Alors que nous voulons en France développer les circuits courts, cet accord de libre-échange fait tout l'inverse. En outre, il est probable qu'un marché ouvert sans restriction ne ferait qu'accroître la déforestation de l'Amazonie, et ce malgré les promesses du président Lula. Pour éviter ces écueils, le Rassemblement national propose depuis des années de mettre en place des accords bilatéraux, respectueux de la souveraineté et des différents pays, à la place des accords multilatéraux destructeurs. Vous indiquez que vous n'êtes pas plus naïf au niveau du commerce international, que nous allons imposer des clauses et des normes miroirs pour protéger notre agriculture, et qu'un non-respect d'un des termes du contrat pourrait faire tomber l'accord. Permettez-moi d'être sceptique quant à ces annonces et d'attendre de les voir se réaliser pour me réjouir de ce changement de cap qui, je dois le dire, est vital pour notre pays. Monsieur le ministre, en 2019, le président Macron avait bloqué ces négociations. Quant au Parlement européen, il n'a de cesse de critiquer ce projet. Que comptez-vous faire concrètement dans ce dossier ? Comment comptez-vous imposer l'adoption des mesures miroirs pour protéger notre filière agricole ? Quelle est la place que vous comptez donner à la politique environnementale dans ce projet d'accord avec les pays du Mercosur ? Mais surtout, comment pourrez-vous le contrôler ? Et l'amplification de la déforestation amazonienne non causée par l'accord de libre-échange ferait-il tomber le contrat ? Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bon, on a là un ordre du jour de ce Conseil commerce de l'Union européenne très, très intéressant, très ample, très sérieux. On a d'ailleurs, et je salue la présence de représentants, merci de vous intéresser à nos travaux ici. Merci d'être présent aussi pour discuter de ce sujet, parce que je suis un peu comme vous, Monsieur le Ministre. Je crois que tout ça n'aboutira à pas grand-chose, malheureusement, et que je doute que cette réunion accouche d'autre chose que d'une souris. Vous parlez tout à l'heure d'une mini-révolution que vous espériez. Je crois qu'on sera encore dans le conservatisme libéral, et je vais vous dire pourquoi. La réalité, c'est qu'il y a 20 ans, on disait, nous, à gauche, on disait il faut renégocier les traités. On parlait de renégociation des traités de libre-échange, justement pour y mettre des conditions sociales, des conditions environnementales. 20 ans pour rien. 20 ans pour rien. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est dans une telle situation d'urgence. Des soi-disant alliés comme les États-Unis prennent de telles mesures qu'aujourd'hui, nous avons, nous, en tant qu'État-nation, France, et avec l'Union européenne, nous avons une décision décisive, vitale à prendre pour la suite. Est-ce qu'on continue de tenter de négocier? On sait qu'on n'avance pas au même rythme, on sait qu'on n'a pas les mêmes intérêts, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, ou est-ce qu'on prend notre courage à deux mains et on dit face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale, face à ce qui se passe dans le monde, à cette instabilité géopolitique, nous avons intérêt à bifurquer, à prendre en main notre destin et à décider pour nous. Donc, moi, je ne vais pas faire de grandes salades autour de ces différents textes. Je vous rappelle juste quand même que notre relation avec les Américains, c'est l'IRA, qui n'est pas bon. Il est bon peut-être pour eux, et encore j'en doute, mais il n'est pas bon pour nous. En aucune façon, il n'est bon pour nous. Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas, en miroir justement de leur action, de prendre des mesures de protectionnisme solidaires? Moi, je ne suis pas pour l'affrontement, je ne suis pas du tout pour qu'on se comporte de façon agressive. Mais je vous rappelle quand même qu'eux l'ont déjà fait. Parce qu'il faut quand même rappeler... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, l'AUKUS, A-U-K-U-S, par lequel les États-Unis nous ont tourné le dos dans une alliance militaire. Vous vous rappelez un peu de ça? On s'est retrouvés un peu ridicules, nous les Français. Donc, l'agressivité, elle peut venir de ces alliés-là. Donc, il faut qu'on prenne les choses en main, qu'on se décide à prendre des mesures. Et si vous permettez, je vais aller tout de suite sur mon sujet. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre? Est-ce que vous allez les défendre à la prochaine réunion? Conditionner les échanges internationaux aux normes les plus exigeantes, des normes à la fois sociales, humaines, environnementales. Donc, Monsieur le Ministre, notre Président appelle à une pause réglementaire environnementale. Vous êtes d'accord que ce n'est pas du tout une bonne idée? Vous êtes d'accord que c'est l'inverse qu'il faut faire si on veut aller vers du protectionnisme social, du protectionnisme environnemental, et si on veut protéger les intérêts des Européens? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie donc d'avoir apporté quelques éclairages sur les questions qui nous préoccupent depuis très longtemps aussi dans cette commission. Et je dirais que beaucoup de questions restent encore en suspens en vue de ce Conseil. Moi, je voulais peut-être revenir sur 2 sujets. D'abord, vous dire que sur la question de clauses miroirs et mesures miroirs, nous avons des doutes. Et donc, nous avons besoin aussi que vous puissiez porter ces doutes qui émanent des députés, des parlementaires, quant à l'application, finalement, et la force de l'application dans la législation européenne par rapport à des traités et par rapport à la rétroactivité. Ça, c'est un point qu'on va suivre, en tout cas dans l'avenir. Sur le sujet des accords, plus particulièrement celui de l'IRA, enfin de l'IRA, avec les États-Unis. Sur le sujet de l'IRA, moi, je voulais juste peut-être revenir à faire 2 observations. On a vu que l'Union européenne et les États-Unis ont des approches différentes en matière de lutte contre le changement climatique. Et d'une part, l'Union adopte une approche largement fondée sur la réglementation,
tandis que les États-Unis s'appuient plus sur des incitations. Et l'adoption donc d'une large politique d'incitation passe par une nouvelle approche des aides publiques nationales, et que plusieurs donc, États membres aujourd'hui rejettent. D'autre part, on a vu aussi que l'Union européenne confirme un attachement au principe d'ouverture au commerce international, alors que l'approche des États-Unis est plus celle d'un protectionnisme poli, pour reprendre une expression. Donc ma question est double, et je m'arrêterai là. Faut-il envisager de financer par des fonds européens et nationaux plus largement la transition énergétique et l'industrie verte, attendant sur un bilan socio-économique favorable à terme? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'études et d'expertise pour avancer dans ce domaine? Et ma deuxième question, où en est-on de la capacité à établir, pour définir ce que sont les secteurs produits, composants stratégiques pour l'Union européenne, et également de déterminer de nouvelles règles d'investissement de l'Union européenne, avec deux guidances: la sécurité au sens large de l'Union européenne et la réciprocité du pays investisseur, avec la création de ce qu'on appelle le joint venture, avec par exemple un acteur européen et un pourcentage minimum de détention supérieur à 51%, et ou l'interdiction d'opérer dans certains secteurs stratégiques. Voilà, c'est une question qui à la fois revient régulièrement dans notre commission et dans d'autres commissions, mais qui a été aussi partagée avec d'autres parlements lors de différents rapports que nous réalisons au niveau de l'Union. Merci. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, quatre observations sur les accords de libre-échange. Première observation, c'est toujours l'agriculture qui est la monnaie d'échange. Avec la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est 38 000 tonnes de viande ovine en plus, alors que depuis le Rainbow Warrior, il y a 126 000 tonnes que l'on doit accueillir. Ça se fait en 12 semaines, dans de l'azote liquide, c'est transporté par bateau. Ça, c'est l'agriculture qui trinque. Deuxième observation, quel contrôle ? Quel contrôle? Il y a seulement 3% des importations agricoles, alimentaires qui sont contrôlées. Et sur les 3% qui sont contrôlés, il y a 16% de constats que les clauses ne soient pas respectées. Troisième observation, vous nous faites miroiter des mesures miroirs à la place des clauses miroirs. Mais je rappellerai que ça ne règle pas le problème, et je crains même que ça l'aggrave, des tribunaux d'arbitrage internationaux, qui sont des mécanismes qui permettent à des entreprises investisseurs privés de contester les décisions d'État quand elles estiment que ces décisions sont défavorables à leurs intérêts. Je crois que là, on ouvre une boîte de Pandore. Je ne suis pas sûr que ça soit plus favorable, les fameuses mesures miroirs qui peuvent être votées après, que les clauses miroirs. Mais enfin, c'est le troisième observation. Quatrième, si vous êtes sûr de vous, pourquoi ne pas soumettre à l'approbation des parlements nationaux ? Comment se fait-il que l'Union européenne considère que c'est sa compétence exclusive et qu'on ne puisse pas discuter dans nos parlements respectifs de toutes ces décisions d'accord, alors qu'il y a à l'intérieur des compétences qui ne sont pas exclusives de l'Union européenne? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des normes de travail par rapport à l'OIT, on pourrait citer de subventions diverses et tout ça. Ça, c'était en ce qui concerne les accords de libre-échange. Ensuite, je vais revenir sur un sujet qui m'est cher, on a échangé d'ailleurs récemment là-dessus tous les deux, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on en a ras-le-bol. C'est-à-dire que l'Union européenne et la France se soumettent à l'extraterritorialité du droit américain. Il y a eu un rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale, que j'ai sorti récemment, en octobre 2016, qui insistait là-dessus, qui disait que, par exemple, on pouvait actionner la loi de blocage. Il y a une loi de blocage en France, mais il y a aussi une loi de blocage européen. On ne fait rien. Il y a les règles de l'OMC qui sont pas respectées par les États-Unis, notamment avec le blocus de Cuba, qui fait qu'on étrangle un État avec un blocus que tout le monde doit appliquer, y compris la France, monsieur le ministre, où nos entreprises, où nos banques ne peuvent pas avoir de relations avec Cuba. Et vous-même, d'ailleurs, dans la mesure où c'est en train de ruiner l'économie cubaine, vous dites que la France va abandonner les accords qu'il pouvait y avoir avec Cuba. Je crois que c'est gravissime et je demanderai votre position par rapport à ça. Il reste 10 secondes, Monsieur Chassaigne. Vous voulez pas les utiliser? Merci beaucoup. Et puis, dernière prise de parole pour le groupe Renaissance, Nicole Lepay, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je vous salue.
Je vous souhaite, moi, exprimer mes félicitations à Monsieur le ministre, mais également à nos chambres de commerce et d'industrie et nos conseillers, justement, du commerce extérieur pour le travail et le soutien à nos entreprises sur les marchés nationaux. Parce que ce soutien, on en a besoin. Et rendant notre pays le plus attractif pour la 4e année consécutive en matière d'investissement étranger. Quand c'est bien, on ne le dit pas assez. Donc moi, je le dis aussi. Et mon département, le 56, il reste en liste d'ailleurs. Notre pays est dans une dynamique positive en matière d'industrie. Avec l'annonce d'une enveloppe de 700 millions d'euros permettant de développer des formations, aux métiers d'avenir notamment, ou en tension dans l'industrie, ou lors de l'édition 2023 de Choose France, avec 13 milliards d'euros qui doivent être investis dans 28 grands projets, représentant 8000 emplois. Alors, malgré tout, une inquiétude persiste sur la répartition équitable de ces bénéfices. Dès lors, comment guider ces investissements étrangers sans en faire un marqueur de creusement des inégalités territoriales? Je vous remercie. Merci. Puis je fais une petite entorse à l'ordre des choses. Madame Chikirou a sollicité la parole, alors je lui redonne. Allez-y, Madame Chikirou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 30 secondes. Il me restait une question que je n'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure. Je voulais vous demander, Monsieur le Ministre, en cas d'échec de discussion, de renégociation pour intégrer, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que la France est prête à envisager la sortie des traités de libre-échange? Parce que vous avez décrit en effet les mécanismes nuisibles à notre économie, à l'environnement, aux droits humains et aux enjeux sociaux. Est-ce qu'on serait prêt à envisager une sortie d'un certain nombre de traités de libre-échange? Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et je redonne tout de suite la parole à Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer de faire des réponses à la fois différenciées, et puis il y a certaines choses qui, évidemment, se regrouperont, vous l'aurez compris, entre les différentes questions. D'abord, pour Madame la députée Brigitte Klinkert, nous menons une politique commerciale qui est à la fois une politique défensive, mais aussi une politique offensive. C'est-à-dire que nous pensons qu'il ne faut pas simplement jouer sur le côté il faut se protéger parce que nous ne serions pas assez compétitifs par rapport à d'autres produits. Nous pensons aussi que nous devons aller vendre nos produits parce que nos produits français sont des produits de grande qualité et qu'ils peuvent être largement compétitifs au niveau mondial sur les autres continents. Et j'en veux pour preuve, je fais d'ailleurs une insiste sur les sujets suivants, la question agricole. En agriculture, on a trop tendance à jouer en défensif et pas assez en offensif. Or, lorsqu'on regarde le monde agricole, monsieur le député Sabatou, en réalité, nos agriculteurs produisent dans beaucoup de filières au-delà des besoins nationaux et sont au top au niveau mondial dans les exportations. C'est clairement le cas dans le domaine des vins et spiritueux, avec même des particularités extraordinaires comme le cognac, où plus de 90% de la production est exportée. Mais c'est également le cas dans d'autres filières. Je pense notamment à la filière céréales, qui permet de nourrir aussi une partie de la planète grâce à la production française. Je pense encore à une filière dont peu de personnes parlent, mais à la filière laitière. C'est 40% de la production de la filière laitière qui est exportée hors de France. Nous avons des champions nationaux, je pense à Lactalis, à Danone, également dans l'industrie agroalimentaire, qui sont au top au niveau mondial. Bon. Et donc, lorsque l'on négocie des traités de commerce, il faut qu'on s'intéresse autant au côté défensif qu'au côté offensif. Parce que nous avons des marchés à gagner. Et moi, c'est ce que je dis aux agriculteurs, nous avons des marchés à gagner. Alors, il faut évidemment que ça suive au niveau européen et qu'on n'ait pas, et c'est la réponse aussi à Mme Chikirou, sur la pause réglementaire. Nous avons aujourd'hui, au niveau environnemental, les normes les plus protectrices au monde. Au monde. Il n'y a aucun autre continent
aucun autre pays sur d'autres continents qui ont des normes aussi ambitieuses que ce que nous avons au niveau européen. Et nous devons bien sûr veiller pour l'équilibre de l'échange à ce que ces normes soient respectées par les autres pays, mais à un moment ou un autre, nous devons aussi faire preuve de pragmatisme et faire en sorte que nos producteurs puissent encore produire et exporter. Rappelez-vous, vous savez, parce que c'est souvent dans le langage du Rassemblement national et de la France insoumise, c'est de dire de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne nous croyons pas, parce qu'on ne vous croira que quand on le verra. Bon. Il y a quelques semaines, vous m'avez interpellé, mais si, vous m'avez interpellé, je ne parle pas de vous, Mme Chikuru, je parle du Rassemblement national, vous m'avez interpellé sur les bancs de l'Assemblée nationale en question au gouvernement, et vous m'avez dit, vous savez, la phosphine, on s'en rappelle déjà plus, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, la phosphine que l'ANSES voulait imposer également sur nos exportations dans les bateaux à destination du Maghreb, etc. C'était un insecticide. Il fallait le supprimer, etc. Et puis en même temps, si on le supprimait, cet insecticide, on ne pouvait plus exporter nos céréales. Bon. Et il y avait une partie des pays d'Afrique qui risquait de mourir de faim parce qu'on ne pouvait plus envoyer notre blé qui sert à fabriquer leur pain. Bon. Et je vous avais dit, on réglera le problème. Ouais, on vous croit pas, de toute façon, tout ça, c'est blabla, c'est de la flûte, etc. Bon, c'est fait, c'est réglé. Voilà. Bon. Mais ça s'est fait aussi parce qu'on a dit, vous voyez, là, il y a des normes environnementales, on ne peut pas aller au-delà. Parce que si on va au-delà, à un moment, c'est plus possible pour nos propres producteurs. C'est pour ça aussi qu'on parle à un moment de pause, en disant on a les règles telles qu'elles sont les plus ambitieuses au monde, on pourra un jour en adopter encore davantage, mais enfin, en même temps, il faut qu'on pense aussi à nos producteurs et à ne pas complexifier davantage encore la production pour ne pas déséquilibrer non plus l'échange par rapport au reste du monde. Madame Klinkert posait aussi la question, faut-il suivre les règles de l'OMC si nous sommes finalement les seuls à le faire? C'est une question qui est particulièrement légitime. Bon. Nous pensons que les règles de l'OMC restent bonnes et elles restent nécessaires. Parce que l'absence de règles, c'est la loi du plus fort. Ouais, l'absence de règles, c'est la loi du plus fort. Bon. Oui, non, mais la question, effectivement, c'est de savoir ensuite si les autres l'appliquent. Bon. Force est de constater que la Chine développe des subventions massives qui sont contraires aux règles de l'OMC. Force est de constater que les États-Unis ont mis en place l'IRA, dont 200 milliards, je l'ai dit, sont contraires aux règles de l'OMC. Bon. Donc, nous sommes des gens pragmatiques. Nous souhaitons maintenir le multilatéralisme. Nous souhaitons que l'on puisse continuer à réformer l'OMC et à retrouver un respect des règles et des règlements des différends dans le cadre de l'OMC. Bien sûr, nous ne serons pas les derniers à porter le fronton du temple à bout de bras, notamment si les gardiens du temple sont partis avec les piliers. Bon. Donc, ceci est très clair et je pense que ça doit dicter notre attitude au niveau européen. Je reviens sur la question de M. Sabatou en ce qui concerne le Mercosur. Bon, il me semble avoir été clair sur les conditions que nous avons posées. Je ne sais pas s'il faut que je les répète, mais enfin, elles sont claires. Les accords de Paris, clause essentielle du traité et également dans les politiques publiques, la lutte contre la déforestation, les respects des normes sociales, environnementales, sanitaires, etc. dans l'Union européenne, et les sanctions si jamais tout ça n'est pas mis en œuvre avec la capacité de faire tomber le traité. J'y reviendrai. Vous avez insisté sur les agriculteurs en disant, une fois de plus, vos traités vont faire une victime. D'ailleurs, M. Chassagne l'a dit aussi, une victime. En fait, vous vendez tout. Toutes les concessions que vous faites, en gros, sous-entendu pour l'industrie, vous le faites au détriment de l'agriculture. Bon. Je rappelle que c'est exactement ce que j'ai entendu il y a 5 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale au sujet du CETA. À l'époque, on a dit, mon Dieu, si jamais vous signez le CETA, vous enfoncez le dernier clou dans le cercueil de l'agriculture française, et particulièrement de la filière bovine. Bon. Et je vous le dis à tel point
que moi-même j'en avais été troublé et que je m'étais abstenu sur le CETA. Bon. Force est de constater, 5 ans après, que j'ai eu tort. Pourquoi ? Parce que le CETA, c'est plus 15% d'exportation pour la France vers le Canada, plus 30% pour l'agriculture. Plus 30% pour l'agriculture. Le bœuf, monsieur Chassaigne, le bœuf. Non mais on a un déficit commercial de 164 milliards d'euros, dont une grande partie porte sur l'énergie. Bon, et on pourra en discuter si vous le voulez, mais ça n'a rien à voir avec le CETA. Nous sommes gagnants sur le CETA. Non seulement nous sommes gagnants sur le CETA, mais nous sommes gagnants sur la viande bovine. Nous exportons 3 fois plus de viande bovine au Canada que nous n'importons de viande bovine du Canada. C'est une réalité, ce sont les chiffres. Bon. Mais bien sûr, alors pour le moment, si vous voulez, la vie est longue. Bon, mais enfin, si vous voulez, c'est exactement comme dire un jour on va mourir. Voilà, c'est vrai. Bon, on va mourir, mais enfin, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on meure, il y a la vie. Bon, donc peut-être un jour ce traité sera périmé, mais en attendant, il y a la vie, et la vie fait que pour l'instant, nous sommes gagnants. Voilà, donc il n'y a pas, si vous voulez, de mouchoir à sortir pour pleurer sur le fait d'avoir un traité de libre-échange sur lequel nous sommes gagnants, parce que ce gagnant, ça veut dire ce sont des emplois en France, ce sont des salaires qui permettent aux gens de vivre dignement grâce à l'exportation. Je rappelle quand même, en France, c'est 4 millions d'emplois qui dépendent directement des exportations au niveau extra-européen. 4 millions d'emplois. Vous supprimez vos traités de commerce parce que c'est ça, en fait, ce que vous avez derrière la tête, vous perdez 4 millions d'emplois. Immédiatement. Bon, 4 millions de chômeurs en plus. À la charge de l'État, il faudra expliquer aux gens qu'ils n'ont plus de salaire parce qu'on a dénoncé les traités de commerce. Bon. C'est une réalité. Bon. C'est une réalité, ce sont les chiffres, ils ne vous font pas plaisir parce que c'est contraire à votre idéologie, mais il n'empêche que c'est une réalité. Les chiffres ne vous font pas plaisir, mais si vous voulez... Voilà, ce sont les chiffres, ce sont la réalité. Alors je sais que dans certains systèmes, quand les faits et les chiffres ne plaisent pas, on change les chiffres et les faits. Mais voilà, chez nous, ici, en démocratie, en état de droit, on essaye de tenir les faits. En France, on tient les chiffres et les faits. C'est une réalité, Madame Chikirou. Les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. Le CETA... Je n'ai pas dit qu'il y aurait 4 millions de chômeurs s'il n'y avait pas le CETA. J'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. J'ai dit qu'il y avait 4 millions d'emplois qui dépendaient du commerce international, que le commerce international était positif aujourd'hui pour la France et que le CETA était positif pour la France. Pour la France. Pour la France. En ce qui concerne... non, mais parce que c'est intéressant, je reviens sur votre question, notamment sur la question des accords bilatéraux. Monsieur Sabato, vous dites, la position du Rassemblement national, c'est de dire, en gros, il faut des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords État à État, c'est-à-dire, en gros, France-Brésil plutôt que UE-Mercosur. C'est ça ? Bon, mais s'il y a un traité France-Brésil, ça veut dire qu'il y aura un traité Allemagne-Brésil ou Pays-Bas-Brésil. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord. Vous faites quoi des frontières du marché intérieur ? Vous supprimez dans ces cas-là le marché unique. Ben, c'est la logique. Parce que s'il y a un traité qui est plus favorable, c'est-à-dire que si vous faites rentrer, je dis n'importe quoi, mais disons que vous faites un traité entre la France et le Brésil et qu'il y a un traité entre les Pays-Bas et le Brésil et que les Pays-Bas offrent des conditions qui sont plus favorables que la France, ça veut dire que vos produits rentreront par les Pays-Bas et se retrouveront sur le marché intérieur français. Ce sera exactement la même chose, sauf que nous serons perdants. Il faut être logique à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire que le Rassemblement national veut abolir le marché intérieur européen. C'est intéressant parce que là aussi, ce sont des millions d'emplois qui en dépendent et c'est l'architecture même de l'Europe qui repose là-dessus, puisque justement nous sommes en commission européenne. Madame Chikirou, ce n'est pas une mini-révolution que nous faisons, c'est une révolution dans la politique commerciale et elle est en route.
avec des choses très concrètes. On parlait tout à l'heure des mesures miroirs. Ce n'est pas une promesse. Les premières sont en route. C'est l'interdiction d'importer des viandes bovines d'animaux traités avec des hormones de croissance. C'est l'interdiction d'importer des biens agricoles contenant des traces de 2 néonicotinoïdes. Dernière adoption 2 février 2023. C'est l'interdiction d'importer des produits animaux ayant fait l'objet d'utilisation d'antibiotiques comme facteur de croissance. C'est le 27 février 2023. C'est le règlement des forestations. Tout ça, c'est du concret. C'est pas de la flûte. C'est déjà en route, c'est déjà adopté et c'est appliqué. En plus, si vous voulez, si je suis votre raisonnement, parce que à un moment, je suis désolé, mais votre argumentaire se retourne un peu contre vous. Vous dites, nous, on veut des mesures plus protectionnistes, parce que c'est ça votre argumentaire, et vous reprochez en même temps aux États-Unis d'en prendre. Bah si. Vous dites l'IRA, vous dénoncez, c'est ce que j'ai noté, vous dénoncez les États-Unis en disant ils me prennent des mesures protectionnistes, c'est insupportable, il faut réagir. Bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prôner pour soi-même le protectionnisme et en même temps dénoncer lorsque les autres le font. Solidaire. Bon. Oui. Oui. Bon, enfin... mais c'est... On ne s'interpelle pas comme ça, vous pourrez reprendre la parole après. Vous pourrez reprendre la parole après. Non, mais je le comprends très bien. Vous pourrez reprendre la parole après, Madame Chikirou. Merci. Je le comprends très bien, Madame Chikirou, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce que nous appelons la réciprocité. C'est-à-dire, oui, mais c'est un élément fondamental de la politique commerciale, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que si vous n'appliquez pas les mêmes avantages dans une relation commerciale que celle que nous accordons à vos produits, eh bien, nous sommes fondés à mettre en place des mesures pour restaurer l'échange équitable. C'est le cas. Et enfin, vous nous dites, est-ce que vous êtes prêt à sortir des traités de libre-échange si les clauses ne sont pas respectées? C'est le principe même de l'accord dit clause essentielle. C'est-à-dire que si demain, un pays avec lequel nous avons signé un accord de libre-échange dans lequel l'accord de Paris est une clause essentielle, le fait de ne pas le respecter fait tomber le traité de libre-échange. C'est-à-dire que nous sortons de l'accord de libre-échange. Oui, c'est le principe. Madame Caramanli, faut-il financer par des fonds européens et nationaux la transition énergétique? Oui, je crois que c'est ce que nous faisons. C'est le cas, voilà. Bien sûr, c'est le cas du Green Deal Industrial Plan, c'est le cas des plans de relance, c'est le cas de France 2030. Les secteurs stratégiques, vous les connaissez, c'est la transition énergétique, c'est la c'est la révolution digitale, c'est les biotechnologies, c'est en fait l'ensemble des révolutions qui sont devant nous sur le plan à la fois énergétique, environnemental, industriel. Monsieur Chassaigne, voilà. Alors, juste une chose. Vous regrettez que les parlements nationaux ne se prononcent pas sur les traités de commerce. Bon, il se trouve que par référendum, le peuple français, en 1992, a adopté le traité sur l'Union européenne qui confie la compétence commerciale à l'Union européenne. Et donc c'est un autre processus démocratique, c'est-à-dire que c'est le Parlement européen, puisque c'est une compétence de l'Union européenne, qui vote démocratiquement ces traités. Lorsque le traité... Pardon ? De 92, oui, de 1992. Il y a 92 traité sur l'Union européenne. Oui, mais qui n'a pas abrogé le traité antérieur. Parce que sinon, il n'y avait plus d'Europe. Essentiellement, et que ce n'était pas la question qui était posée au peuple français. Pour la question des accords mixtes, lorsqu'on a effectivement une part, voilà, dans ces cas-là, oui, les parlements nationaux sont saisis. C'est ce qui a été le cas notamment pour le CETA. Ça a été le fait. On s'est prononcé, nous, Assemblée nationale d'ailleurs, sur le CETA. Les parlements sont consultés sur le CETA.
L'extraterritorialité du droit US. Oui. Alors ça, c'est important, effectivement, sur Cuba. Bon, la position de l'Union européenne comme de la France a toujours été que les recours à des sanctions internationales, comme c'est le cas notamment avec Cuba, restent injustifiés, injustifiables et illégales du point de vue du droit international. Voilà. Parce que c'est une atteinte à notre souveraineté économique. Voilà. Et face à cela, la réponse à l'extraterritorialité américaine est européenne. On l'a fait dans le règlement européen de blocage, adopté dès 1996 en réponse justement aux sanctions extraterritoriales américaines visant Cuba. Ce règlement doit être réformé. Il reste pleinement actif pour permettre de protéger les intérêts de nos entreprises. Je rappelle qu'entre 2018 et 2021, c'était 35 notifications justement pour Cuba. Et en parallèle, les autorités françaises restent pleinement mobilisées pour apporter le soutien nécessaire à nos entreprises, avec notre propre loi de blocage national et un dialogue avec l'administration américaine, notamment l'Office of Foreign Assets and Control. Voilà. Enfin, Madame Lepay, Madame la députée Lepay, sur l'attractivité de la France. Oui, c'est une bonne nouvelle. Nous avons 1269 projets qui ont été, on va dire, attirés en France grâce aux réformes que la majorité présidentielle a mis en place depuis 2017, avec des lois comme à la fois les ordonnances Pénicaud, avec derrière la réforme de la fiscalité, avec la simplification administrative, loi ASAP, etc. C'est une très bonne nouvelle. On est sur la première marche du podium. Et je voudrais dire que sur les plus de 1200 projets que nous avons accueillis, plus de la moitié d'entre eux vont dans des territoires ruraux ou périurbains. C'est-à-dire que nous veillons à l'équilibre du territoire. Ces projets s'installent dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures, dans les territoires qui justement ont été un peu les oubliés de la mondialisation, qui se sont manifestés d'ailleurs au moment de la crise des Gilets jaunes. Ces projets, ces usines se montent dans ces territoires-là, et c'est une très bonne nouvelle pour l'emploi, et c'est une très bonne nouvelle pour ces territoires. Évidemment, les choses se font progressivement, la réindustrialisation prend du temps, ça n'a jamais été contesté, mais c'est aussi la revanche des territoires ruraux que de pouvoir accueillir majoritairement aujourd'hui ces projets de réindustrialisation. Et je pense que ça peut entraîner effectivement une nouvelle dynamique de ces territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres demandes de prise de parole? Non? Eh bien, je vous remercie pour votre temps, pour le détail de vos réponses, et puis je vous souhaite une bonne séance de questions au gouvernement au Sénat. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec 2 examens de rapports que nous allons étudier. Et attendez, Madame Chikiro, une seconde. La restauration de la nature par Daniel Obono et Félicie Gérard et la création d'un certificat européen de filiation par Jean-Pierre Pont. Merci beaucoup. Au revoir.